Do you want to be a fighter? RMC. There's only one Tyson Fury. Fighters Club. I'd like to take this chance to apologize to absolutely nobody. Alexandre Herbinet. I am the greatest. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue au 293e numéro du RMC Fighter Club, un Fighter Club qui remonte dans la cage pour vous débriefer l'UFC 308 de ce week-end et les performances exceptionnelles d'Ilia Topuria et Khamzat Chimaev qui ont respectivement mis KO Max Holloway pour la première fois de sa carrière et battu le solide Robert Whittaker. Avec moi pour débriefer tout ça, mon partenaire du Fighter Club, co-présentateur du podcast Au bord du ring, coach de pied-point et de boxe anglaise, sa série Baba Versus à retrouver sur YouTube et commentateur de différents événements dans les One Friday Fights pour RMC Sport. Comment ça va mon Baba? Salut Alex, salut tout le monde, ça va super. Gros week-end de combat, t'étais au MTGP aussi toi? J'étais au MTGP, gros big up à Konako et toute l'équipe parce que c'était un super event avec des amateurs qui ont performé, des jeunes pros aussi, donc merci de le mentionner Alex parce que ça fait plaisir de voir ça. La France elle continue de former des grands champions et il faut féliciter Eric Konako Faubert. Exactement, et ça t'a empêché de... T'as pas pu voir le live du 308 non. Mais je sais que t'as fait ton rattrapage et on va vous débriefer tout ça avec les victoires d'Ilia Topuria et Khamzat Chimaev. Il aura fallu plus de 2200 coups significatifs encaissés pour le voir tomber et on se souviendra de ce moment pour longtemps. Ilia Topuria a mis KO la légende Max Holloway pour la première fois de sa carrière ce week-end dans le main event de l'UFC 308 pour conserver sa couronne des moins de 66 kg et s'installer un peu plus comme une des nouvelles superstars de l'UFC. Une performance XXL qui boucle une année magique pour El Matador après le KO infligé à Alexander Volkanovski en février pour prendre la ceinture. Mais Topuria n'a pas été le seul à briller à Abu Dhabi avec sa soumission sur le solide Robert Whittaker au premier round après le avoir explosé les dents avec sa pression irrésistible. Le phénomène Khamzat Chimaev est rentré avec fracas dans la discussion pour les titres des moins de 84 kg. Ces deux étoiles sont-elles appelées à briller très longtemps? Le RMC Fighter Club débrief un UFC 308 qui a peut-être fait basculer la plus grande organisation de MMA dans une nouvelle ère. Et là, en l'occurrence, Whittaker limite la casse pour l'instant. Ah oui. Alors, il n'a pas pris de. Encore une fois, il n'a pas pris de gros dégâts. C'est-à-dire que bon, là, il perd le round. Ah oui, clairement. Ça, voilà. Donc, l'étranglement. Il a tapé tout de suite, incroyable. Qu'est-ce qui s'est passé? L'étranglement n'était même pas passé. Oh, ça c'est rentré. Oh, il a fait vaciller. Allez, c'est le moment ou jamais. Oh là 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 là. Est-ce qu'il peut faire? Il a touché au corps, Topuria. Oh, il est malin, le mec, quand même. Ouais. Mais là, il a vacillé. Passé au corps. Ah ouais, il a vacillé. Et regardez, là, les mains sont ouvertes. Et Topuria commence à sentir le bout du sang. Oh, les frappes commencent à rentrer. C'est peut-être le moment. Ouais. Oh, il a touché. Il a sauvé. Il a tapis. Oh, l'accélération. Il a mis KO. Incroyable. Il a fait. Il a mis KO. On pensait que c'était pas possible. Il l'a fait. Et merci à Max Sabolin pour cette petite prod de l'UFC 308 avec les commentaires bien entendu comme chaque semaine sur l'UFC de Antoine Simon et Taylor Lapillus à qui on passe le bonjour. Vous avez revécu le co-main event et le main event et c'est les deux gros combats qu'on va débriefer. On va commencer à tout seigneur tout honneur par Ilia Topuria, le champion des moins de 66 kg, le main event qui a mis KO, je le disais dans l'intro, Max Holloway pour la première fois, plus de 2200 coups, près de 2300 significatifs à l'UFC avant qu'il tombe. On va d'abord commencer par un débat qu'on avait fait ces dernières semaines pour le régler très vite, Baba. Le combattant de l'année. On avait dit que c'était réglé pour Poatan Pereira après l'UFC 307. En fait, c'est réglé, mais c'est pas Poatan. C'est réglé, mais c'est pas Poatan, c'est Topuria. C'est complètement Topuria. Ouais, et en fait, moi, je sais que quand on en rediscutait dans la preview avec Antoine Simon, j'avais vachement l'idée mon cœur penchait côté Max. Et j'imaginais, je me disais, dans ma tête, c'était Max qui allait gagner. Donc, Max après Gaethje, je voyais quand même Poatan encore au-dessus. C'est réglé. T'as mis KO Volkanovski, qui avait jamais été mis KO en moins de 66, jamais. C'est un seul, c'était en welter à l'époque. Tu mets KO Max, qui a jamais été mis KO. C'est bon, c'est réglé. C'est le combattant de l'année. Et je vais te dire, pour la performance de l'année, Topuria, il est en concurrence avec Ilia Topuria. Ouais, il y a que lui. Il va prendre tout, il va prendre toutes les accolades, tous les awards, parce que non, c'est vrai que Poatan fait une grosse année et en tant que superstar, il s'est établi. Poatan, il n'y a aucun problème là-dessus. Maintenant, les deux combattants que Topuria a battus sont infiniment meilleurs que les combattants que Poatan a battus. Et en fait, pour faire simple, la série de 2 victoires que Topuria vient d'avoir, c'est probablement la meilleure de l'histoire ou une des meilleures de l'histoire en fait. C'est le thème juste après, Baba. Donc on va rentrer direct. C'est ça ou pas? Ouais, je pense. On pourrait se gratter la tête et faire les hipsters pour essayer de trouver. On peut en trouver, hein, même en rigolant, tu vois. On peut en trouver. Je peux te dire que Sokoudjou, il a fait une dinguerie au Pride à l'époque, personne ne l'attendait, tu vois. Donc là,
Non, en fait, là, il a battu deux des meilleurs combattants de l'histoire, coup sur coup, par KO tous les deux, avec la manière. Et tu peux pas dire que c'est deux combattants qui ne sont plus dans leur prime. C'est pas vrai de dire ça. Donc, ouais, non, pour moi, il est au-dessus. Ouais, c'est deux KO, tu le disais. C'est peut-être la plus belle série de l'histoire de l'UFC, de 2 victoires de suite. C'est amusé un peu parce qu'il y a des mecs qui répondaient à ça sur les réseaux, donc j'ai noté 2-3 trucs marrants. En moderne, Makhachev qu'enchaîne Oliveira Volk. Ouais, c'était très fort. Ou Volk Poirier. Mais Volk n'est pas à sa catégorie de poids. Quand même, ça joue. Le contexte, il joue toujours. Ça joue beaucoup. Sûr. En moderne, s'il n'y avait pas, je tire un peu le fil là, enfin moderne, il y a quelques années déjà quand même, s'il n'y a pas les deux Ned Diaz entre les deux, Aldo et Alvarez pour les deux ceintures de McGregor, c'est que c'est pas si loin en fait. Ouais, c'est très très fort. Vu la qualité des deux en face et la façon dont ils dominent ces deux combats. C'est très 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 fort. Et puis tu peux même dire Mendes Aldo. Ouais, tout à fait. Qui pour le coup s'enchaîne. Qui joue dans la discussion, mais ce que tu dis, c'est quand même. Faut se rappeler que Conor, il avait fait quand même quelque chose d'assez incroyable. Ouais, c'est pour remontrer aussi qui était Conor à ce moment-là. Sinon, il faut remonter. Ceux que j'ai notés, c'est notamment Capoza sur Twitter qui avait proposé plusieurs trucs que j'aimais bien. BJ Penn, 2003-2004. Takanori Gomi, au Rumble on the Rock. Rien n'est quelque chose. Puis Matthews pour la ceinture des welter. C'est l'enchaînement, il est pas mal. Rampage Jackson 2007 qui KO Chuck Liddell pour prendre la ceinture light heavy et décision sur Dan Anderson derrière qui était champion du Pride. Il venait c'était un peu l'unification entre les deux champions. Randy Couture 2003, TKO sur Chuck Liddell pour l'intérim light heavyweight et derrière Ortiz, il domine Ortiz. C'est ce qui se rassemble le plus, mais je trouve même en qualité des mecs en face, parce qu'on sait que on va pas le répéter qu'ici on considère que les combattants des plus petites catégories sont plus complets, sont meilleurs. C'est lui. C'est au-dessus de tout ce que je viens de dire. Ouais, je pense que c'est au-dessus. Honnêtement, comme tu sais, il y a un argument, tu peux toujours débattre par rapport à tes sensibilités, etc. Parce que ce qu'on dit, nous, que c'est des combattants meilleurs, il y a d'autres qui vont moins le penser. J'ai vu passer aussi sur X que la catégorie light heavyweight, à l'époque, 2000-2010, c'était meilleur. Moi, c'est pas mon avis. Mais, parce que pour qu'on nous traite pas de haters, faut quand même citer Bader, Rua, Jackson, Machida, Evans, Belfort de John Jones. Une super série. Pour le coup, cette série-là, sur une série de 6, elle est difficilement touchable. C'est une super série aussi. Pour ça, mais je considère que les mecs qui ont battu Topuria sont meilleurs. C'est meilleur, pour moi c'est meilleur. Voilà. C'est pour ça que je parle de sensibilité. Après, chacun va pouvoir apporter son avis au débat par rapport à ce qu'il préfère. Moi, en tout cas, je pense qu'on est quasi factuel sur le fait que ces deux victoires-là sont meilleures que n'importe qui d'autre a pu le faire. Pour commencer aussi sur le contexte général, moi dans la preview je vous ai parlé de Topuria comme d'un McGregor de Wish. On m'a beaucoup reproché après sa victoire ce week-end, j'enlève rien à ça sur l'attitude, il imite McGregor et force à lui parce qu'il va devenir une superstar grâce à ça. Et des mecs qui me disaient, t'as vu, après le combat il devient gentil, ça prouve que c'est pas McGregor. Ceux qui ont suivi le run de McGregor, il était gentil après les combats. Après les combats, il était très gentil, il avait ses punchlines, mais il était très respectueux aussi de l'adversaire. J'en reste là-dessus, je trouve qu'il pourrait devenir une superstar sans faire ça, mais c'est un tel combattant incroyable qu'on va lui rendre un énorme hommage dans ce Fighter Club parce que, pour le coup, c'est meilleur que McGregor. Voilà, après, il n'y a pas photo. Ouais, non, mais c'est clair. Après, comme je dis toujours, moi je suis pas fan du trash talk et tout ce qu'il y a. Bon, ça dépend comment c'est fait en fait. Ça va dépendre comment c'est fait. Il y a des choses qui vont pouvoir me hyper, d'autres beaucoup moins. La manière dont Topuria le fait, c'est pas ma cam, c'est pas ce que j'aime. Par contre, il y a tellement de choses à célébrer une fois que la cage elle se ferme que j'ai pas besoin, moi, tu vois, j'ai pas besoin de tout ça. McGregor, de ce que tu veux. Oui, je connais pas les autres sites de vente là, mais voilà, il parle beaucoup. Il a beaucoup parlé jusqu'à la pesée, jusqu'au face-off, jusqu'au dernier moment, il a parlé. Mais le plus important, c'est qu'il délivre. Bien sûr. Tant qu'il délivre, on oublie tout le reste. Et c'est ce qui a fait basculer McGregor. Tant qu'il assumait dans la cage et qu'il délivrait. On était tous OK sur ces trucs. Dès que ça a basculé, notamment avec le combat de Rabib, c'est plus compliqué quand même. Bien sûr. Il y a Topuria Baba, 27 ans, plus jeune champion de l'UFC actuel, qui vient donc de faire peut-être la plus belle série de victoires de l'histoire de l'UFC. C'est le numéro 1 pound for pound. On a vu la boxe, on va rentrer dans les détails du combat, mais on a vu le niveau de boxe qu'il a développé, on en a parlé dans la preview, on va encore en reparler. On sait qu'il vient du grappling et toutes les soumissions qu'il a fait en début de carrière, vraie ceinture noire de JJB. C'est pas le numéro 1 pound for pound, il est numéro 4 actuellement, derrière Islam, Poatan et John Jones. Est-ce que c'est pas le plus complet ? Il est très complet, il est extrêmement complet, c'est clair. Maintenant, si tu me demandes, c'est difficile à dire. Mais les Américains, ils aiment bien avoir cette comparaison de si tu enfermes deux personnes dans une pièce qui en ressort. J'ai toujours l'impression que c'est Islam qui en ressort. Voilà pourquoi, à mon sens, Makhachev, il est toujours numéro 1 pound for pound. Le gros avantage, c'est qu'ils sont dans deux catégories qui ne sont éloignées. Il n'y a qu'une seule catégorie qui les sépare. On risque de le voir. C'est un combat qu'on peut voir. C'est pour ça que je suis assez serein sur la question. Si les deux continuent à performer, ils régleront la question dans la cage. En tout cas, si le pound for pound, c'est ce qui est à la base quand même, ce truc-là, c'est on les met au même poids, qui est le meilleur combattant et le plus complet.
Topuria, c'est plus complet que Poatan et John Jones. Hein. Je pense que c'est plus complet. Oui. Ouais. Aujourd'hui, à l'heure où on parle en octobre 2024, c'est plus complet. Maintenant, voilà, il va lui falloir les deux ont la longévité pour eux. Et il va falloir. Conor il a manqué cette longévité à Conor. Il a manqué cette longévité à Khabib aussi. On en a parlé, toi et moi, et puis avec d'autres à l'époque. Maintenant, quand Topuria il arrive à ce niveau et qu'il montre ce niveau dont on va parler tout de suite, là, tout de suite, ce qu'on se dit, c'est on va voir combien de temps ça va durer. Et je crois même que c'est le titre de l'épisode d'ailleurs. Ouais, exactement. Bon, mais c'est la dernière question avant qu'on passe au combat, au détail du combat en lui-même. C'est parti pour longtemps là-bas. C'est ça, c'est une grande question. On va venir sur la suite, puisqu'il normalement sera Volkanovski pour la revanche. Ouais. Derrière, t'as des Diego Lopez, t'as des Evloev contre Sterling, le vainqueur ferait sens aussi. Ça peut être compliqué, hein, vu le combattant que c'est. Ça peut être très compliqué, c'est un combattant exceptionnel, ça c'est clair, il l'a montré, ça peut durer. Maintenant, cette catégorie de poids aussi, elle a prouvé qu'on a eu des champions qui ont défendu pendant quand même un certain temps. Holloway, il a pu défendre un certain temps. Aldo a défendu un certain temps. Volk aussi. Mais à chaque fois, il n'y a que McGregor qui n'a pas défendu. Voilà, il n'y a que McGregor. Mais à chaque fois, cette catégorie, elle a montré qu'elle était capable de pondre encore un combattant exceptionnel pour venir déloger le combattant exceptionnel. C'est ce qui s'est passé toutes ces dernières années-là à chaque fois, tu vois. Donc, c'est dur dans cette catégorie. L'historique de cette caté te dit, c'est dur de dire que le gars va durer 10 ans. On va voir, mais c'est dur. Ouais, c'est pour ça. C'est encore plus de renoter ce qu'avait fait Aldo à l'époque pour durer 10 ans. Ouais. Et en plus, je trouve que là, lui, il marque vraiment un vrai passage de génération. Il a mis KO les deux derniers champions. Ouais. Ça n'avait pas été le cas dans tous ces changements de machin. McGregor qui n'est pas resté, Holloway n'avait pas pu reprendre McGregor. Enfin, il y a des choses comme ça qui s'est. Lui, il a mis, ok, on tourne la page là. Ouais. Maintenant, c'est ma KT, c'est moi le roi. J'ai 27 ans et je suis peut-être là pour durer longtemps. C'est une vraie, un peu comme quand Aldo avait battu Faber et Brown. Ouais, voilà, c'est ça. C'est la mienne, c'est ma KT. Il a fini par battre Edgar ensuite la première fois. Ça, il avait vraiment dit là, ok. Maintenant, les derniers que vous m'avez dit de battre, je les ai battus jusqu'à ce que Conor arrive en tout cas. Et donc j'ai battu tout le monde. Le trutruc avec Holloway, c'est qu'il a battu 2 fois Aldo, magnifique. Puis derrière, il se fait battre par Volkanovski. Voilà, même s'il a régné. Et Volkanovski. Volk avait battu les deux derniers puisqu'il avait battu Aldo et Holloway. Il avait battu Aldo au point dans un combat qui a été très compliqué, mais il avait battu, aucun problème là-dessus, hein, pas de vol ou quoi que ce soit. Et puis derrière, il fait 3 fois Holloway. Dont le 2 qui est quand même très controversé. Très discutable. Et par contre, le 3, il met les pendules à l'heure. Là, on comprend que c'est un meilleur combattant. Mais tu vois, Topuria, lui, même cette décision de Volk contre Aldo, lui, c'est clair. Il a mis KO. Je t'ai mis KO les deux derniers. C'est my time, c'est mon temps, c'est mon moment. C'est moi qui suis là pour longtemps. Et heureusement, moi en tant que fan d'Aldo, je suis très heureux qu'Aldo soit échangé de catégorie et n'ait pas eu à affronter ce mec-là. Oui, je suis d'accord. En tout cas, on a cité les 5 champions qu'il y a eu dans cette catégorie-là. C'est l'élite, Baba. Ouais. Les 145 à l'UFC, pour moi, c'est l'élite. C'est super fort. Et la liste des champions le montre que c'est l'élite en fait. Tous les mecs qui ont été champions dans cette catégorie sont très hauts dans l'histoire du MMA. C'est tout simplement en fait. C'est des combattants pound-for-pound élite. La plupart du temps, le champion de cette caté, il est top 5 pound-for-pound, voire top 3 pound-for-pound. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. C'est vraiment la caté au top. Et c'est terrible, parce que c'est la plus grande star de l'histoire de notre sport. Mais des 5 champions de l'histoire des featherweight, du poids plume, c'est sans doute McGregor le plus mauvais combattant. C'est en tout cas. Tu vois ce que c'est ouf, mais. Ouais, tu sais, après, on n'est pas trop sur les fantasy fights et tout. Non, bien sûr. Mais la vérité, c'est que oui, si tu les mets en face des autres. On peut poser la question à tout le monde, hein. Tu prends le prime de chacun, tu les mets face à face. Je pense que la plupart du temps, les gens vont désigner Conor perdant contre les autres. Ouais, je le pense. Après, tu vas avoir ses fans, hein, évidemment. Et puis, tu avais son punching power, etc. Il avait des arguments. Bien sûr, et on a toujours, qu'on se méprenne pas ici, on a toujours dit McGregor était à son prime exceptionnel combattant. Il a mis KO José Aldo. Faut jamais oublier ça. C'est très important. C'est un combattant exceptionnel, McGregor. Maintenant, c'est vrai que les champions qui sont arrivés derrière. C'est incroyable cette catégorie. Elle nous fait tellement plaisir, vraiment. On rentre dans le combat, Baba, parce que c'est très très intéressant. Déjà, je voulais voir toi, maintenant que tu l'as revu, peut-être plusieurs fois d'ailleurs, on se connaît, on connaît nos vieilles habitudes. T'avais quoi? Puisqu'il y a 2 juges qui donnent 2-0 Topuria avant l'arrêt, et il y en a un qui est 1 partout. Au commentaire, et Antoine et Taylor sont à 2-0 max. Okay. J'ai presque l'impression d'ailleurs qu'il y avait un biais de on aime Max. Et que moi, je suis plus, Thomas pourrait témoigner sur le plateau, je dis tout de suite, il y a un partout. Le deuxième, il est pour Topuria. On est d'accord ensemble sur ça? C'est marrant, parce que j'ai un partout, mais j'ai pas le même round. Ah, t'as pas le même round. Ok, t'as le premier pour Topuria. Le premier pour Topuria, le deuxième pour Holloway. Ok, mais intéressant, on rentre tout de suite là-dedans. En fait, moi, je vois le premier, surtout la deuxième moitié du premier. Holloway, c'est le meilleur moment du combat pour lui. Il est à sa main, il est à son rythme, il a la distance, il sait gérer, rentrer, sortir. Jusqu'à sa glissade là à la fin, où il est un peu déstabilisé. C'est une glissade. Jusque là, cette partie de round là, c'est pour moi celle où
d'ailleurs des 2 rounds, c'est celle où il y a un mec qui domine le plus l'autre pendant cette petite partie de round. Ouais, c'est dans ce sens-là que je le donne à Holloway. Et le deuxième, aux commentaires, ils voient plus, ils disent le volume de Max et tout, mais chaque fois qu'il tape, il fait du dégât. Chaque fois, il fait du dégât pour lui. Et le dégât cumulé, pour moi, est plus important. Toi, tu le vois comment? Tu vois un peu l'inverse, en fait? Ouais, c'est un peu l'inverse, si tu veux. C'est que Topuria, ce qu'il a fait en première partie de round, pour moi, ça peut quand même cimenter le round pour lui. Je parle du premier round. Après, c'est toujours compliqué le premier round de dire d'un côté ou de l'autre. Mais bon, en tout cas, mon impression, c'était celle-là. Je pensais qu'il avait fait suffisamment. Il l'emmène au sol, même s'il n'en fait rien du tout. Il n'en fait rien du tout. Mais bon, le takedown est bien timé. Et quand un takedown il est bien timé comme ça, j'aime bien qu'on le récompense. Maintenant, ça ne suffit pas à gagner un round. Il a fait d'autres choses avec. Il a bien. Sur le premier round, sur la première partie du premier round, il est pas mal. C'est vrai que dans la deuxième partie du premier round, tu vois Holloway, il trouve son rythme. Moi, je me dis, il trouve son rythme pour la suite, c'est bon. Même s'il laisse échapper le premier, pour la suite c'est bon. Et dans le deuxième, j'ai l'impression qu'il est encore plus dans son rythme. Topuria, il est mieux il trouve son bras arrière, il trouve des solutions avec son bras arrière, il touche, et quand il touche, il fait mal. Il sent tout de suite. Maintenant, le volume d'Holloway, il y a quand même de la précision avec. C'est pour ça que j'aime bien, c'est pour ça que je lui donne, c'est que je le trouve quand même précis. Et comme il envoie un peu plus que Topuria, forcément les deux sont très précis, mais Holloway envoie un peu plus et puis il est plus varié surtout. Il utilise ses jambes à bon escient, etc. Donc c'est pour ça que je le voyais comme ça. Maintenant, honnêtement, vu ce que les deux ont proposé dans ces 2 premières reprises, ouais, c'est presque secondaire. Ouais, je suis d'accord. Tu vois, c'est vraiment exceptionnel. Et je peux même entendre les juges qui ont 2-0 Topuria. Ouais, je vais pas trop me battre. Et tu pourrais presque entendre quelqu'un qui a 2-0 Max. Parce que vraiment, il y a beaucoup de choses qui sont proposées. Il y a beaucoup de choses qui sont proposées sur les 2 combattants. Et en fait, ce qu'il faut retenir de ces 2 rounds-là, c'est que ça délivre. Tout simplement, c'est que ça délivre. Ouais. Tu as 2 combattants d'élite à leur prime et qui montrent des qualités. C'est ce qu'on attendait pendant la preview, mais quel combat quand même en termes de technique, de boxe. C'est le niveau. Voir ça à l'UFC en MMA, c'est quand même rare, Baba. Le niveau est vraiment exceptionnel. Voilà, on parle beaucoup de ça, de boxe pour MMA, meilleur boxeur, où on dit tout le temps, toi et moi, et surtout dans ces catégories-là. Les mecs, tu les mets dans un ring avec leur équivalent en boxe, ils tiennent pas. Ils tiendraient pas. Je te dis pas qu'ils tiendraient plus que ça, parce qu'il faudrait les voir avec des chaussures sur 12 rounds, etc. Mais en tout cas, quand tu les regardes, surtout un des deux, tu te dis, il a peut-être son mot à dire avec certains combattants. Peut-être pas l'élite, parce que attention, les welter en boxe, c'est quelque chose, et c'est très très fort. Tu me mets Boots contre l'un des deux, ça dure pas. Sharon Ennis. Même si je crois qu'il monte. Mais voilà, en tout cas, c'était vraiment vraiment très fort ce qu'ils ont montré. Ouais, mais d'ailleurs, c'est symbolique, puisque moi j'ai eu beaucoup sur les réseaux de gens qui m'ont tagué, comme je sais maintenant ils savent que cette émission c'est boxe et MMA et qu'on partage ces 2 cultures, en disant bon alors il est en boxe, ça donne quoi. Donc tout de suite je calmais en disant les gars, c'est Jaron Ennis le champion. Voilà, il ferait très bien contre beaucoup de boxeurs à 147 chez les welter, Ilia Topuria. Par contre, si tu lui mets Jaron Ennis en face, ou si tu refais côté Crawford, il redescendra plus jamais en 147, mais si Crawford redescend en 147 c'est compliqué. C'est quand même 2 mondes. Mais ouais, c'est une des premières fois que je dirais ça, c'est que face à des boxeurs, on va dire, pas l'élite, mais moyen, bon, il a son mot à dire, Topuria, sans doute. S'il se prépare bien spécifiquement pour ça, il a son mot à dire. Baba, on a vu beaucoup de choses qu'on avait prédit quand même. Alors, c'est pas pour se jeter les fleurs, parce que c'était assez simple en fait, quand tu vois tu connais les 2 combattants, c'est assez simple tout ce qu'on avait prédit. Les fuites latérales de Max Holloway, plutôt que de fuir en ligne comme l'avait fait Volt, ce qui lui a coûté beaucoup. Les knee stomp, qu'utilisait Holloway sur la posture et la jambe avant, très en avant de Ilia Topuria. Les kicks d'Ilia. Grosse utilisation des kicks, ça nous a fait plaisir aussi parce qu'il a cette arme maintenant. On a vu ce qu'on attendait, Baba, tout simplement. Ouais, chacun a mis en place les choses qu'il devait mettre, ça a été très intéressant. Holloway qui a tout de suite établi une bonne distance. Ce que j'ai beaucoup aimé d'Holloway dans le premier, c'est qu'il utilise des front kicks. Par contre, ses jambes arrière, c'est un peu dommage, jambes avant, ça aurait été encore plus efficace. Mais en tout cas, il a l'idée d'utiliser son jab très efficacement et les types pour repousser Topuria le plus possible. Et le jab fonctionne très bien jusqu'à ce que Topuria trouve une réponse avec son calf kick. En fait, à chaque fois qu'il arrive à timer le jab de Max, il répond avec son low kick. Ça marche très bien. Donc, en fait, 2 combattants intelligents avec un gros panel technique et qui était dans ce qu'on avait à peu près imaginé qui pourrait se passer. Ils ont été dedans tout simplement, et puis après il fallait répondre à la question à ce jeu-là, lequel va craquer mentalement en premier en fait. Et je pense que c'est Holloway qui a craqué mentalement en premier. Intéressant que tu lances ce débat-là, parce qu'on va aller sur Max. Max, il combat très bien. Il fait tout ce qu'il doit faire pendant les 2 rounds. Il fait le combat qu'il faut faire. On n'accepte pas la bagarre au centre du ring des 10 premières secondes parce que c'est pas mon combat et je vais dans mon combat. Mais en fait, surtout à la deuxième visionnage que j'ai fait, je dit mais en fait il faut qu'il soit parfait pendant 25 minutes. On en est presque là, non? Ouais, c'est quasiment ça. Parce que c'est le genre de combattant Topuria qui propose ce problème-là aux autres.
T'as intérêt à être parfait parce que si tu l'es pas, moi je trouverai une solution et je finirai par te mettre KO. Il y a des bras arrière de Topuria, tu l'as justement mentionné, qui passent à partir du deuxième round. C'est ce qui aurait dû alerter Max, de faire plus attention, de plus remonter les mains, même à une distance où il pensait qu'il était safe. C'est justement ce que Topuria a réussi à bien trouver, à couvrir la distance plus rapidement qu'il le faisait pendant le premier et trouver des solutions pour son bras arrière en feintant à chaque fois. Donc il va feinter Même le dans jab. ce deuxième, et il y en a 2-3 bras arrière qui prend Max. Si c'est pas Max, ça tombe. Hein. Moi je regarde en connaissant déjà le résultat, tu vois. Mais je me dis, ça aurait dû l'alerter. Ça, normalement, ça aurait dû dire oulala, attention, il faut vraiment que je monte les mains. Parce que c'est vrai qu'il a l'habitude de combattre avec les mains un petit peu plus basses, Max. Et c'est ce qui a fait son identité. Mais quand tu as un mec comme ça en face, à un moment, tu dis soit je suis pas à la bonne distance, soit il faut que je remonte vraiment bien les mains parce qu'en fait, il me touche. Et la fois, il va me toucher à une meilleure distance que celle-là. Il va m'éteindre la lumière, en fait. Tu vois. Et puis tu le vois, parce que dès qu'il est rocked, la première fois qu'il la prend vraiment, eh ben c'est Max, menton de Max ou pas. C'est mort. C'est la dernière. En fait, c'est la première fois qu'il la prend plein pot et c'est la dernière. Tu vois ce que je veux dire? Après, il se fait terminer quelques secondes plus tard. Et ce qu'il dit, lui, dans l'interview dans la cage, c'est hyper parlant. Et je dis, les combattants, ils parlent toujours mieux que nous de ce qui s'est passé. Et Holloway, il te dit. J'allais très bien, tout allait bien, j'étais parfaitement préparé, je voyais les choses arriver, et puis j'en ai pris une, et je pense que ça a fait plus mal que ce que je pensais. C'est ça qu'il te dit, lui. Cette phrase, t'as raison, elle est. Et ça, c'est incroyable, tu vois. Cette phrase, elle est essentielle. C'est vraiment. J'ai goûté à la patate d'Ilia Topuria, et c'est pas ce que j'attendais. Et même quand t'en prends certaines dans le premier, dans le deuxième, et tu peux avoir un sentiment de te dire, en fait, ça va. Finalement, j'en prends 2-3. Bon, c'est comme les autres, j'en ai pris d'autres qui m'ont fait mal. Il me fait mal, mais ça va en fait. Il va pas m'éteindre la lumière. Et c'est là où il y a plein de coachs probablement qui vont s'identifier à ce que je vais dire. Mais c'est pour ça qu'on crie tout le temps à nos boxeurs. Remonte les mains, mets-toi à bonne distance parce que la prochaine que tu prends, si lui il est exactement à la distance où il veut être, l'impact il sera différent et ce sera peut-être la dernière en fait, tu vois. Et ben c'est ce qui se passe je pense dans ce combat-là. Holloway, il a 12 ans de carrière à l'UFC. Il en a vu les mecs. Il a pris les patates de Gaethje, il a pris les patates de Poirier, Daldo. Il a pris Aldo, il a pris McGregor. Qu'est-ce qu'il a en plus, Moi j'ai l'impression qu'il est. Et c'est là où il rentre dans une discussion où en boxe ça devient très intéressant parce qu'il est au-dessus de la mêlée, clairement. Il est toujours bien positionné. Tout simplement. Son corps est positionné. Ce que tu viens de dire, c'est la clé. On en a parlé dans la preview, toi, moi et Antoine, on était dessus. Et on a parlé du fait que, par exemple, quand il met KO Volkanovski, il avait ajusté et, pour toujours être face à Volkanovski, et c'est ce qui fait qu'il peut rentrer le bras arrière pour le terminer. Il va décaler quand tu vas décaler, il va pivoter quand tu vas pivoter, et puis plus important, quand il va casser la distance, il va pas juste ressortir précipitamment en levant les mains ou quelque chose. Non, il a prévu quelque chose pour rester dans la poche en fait. Donc il va repositionner ses pieds pour pouvoir continuer à travailler avec son bras avant, etc. Plein de choses qui font qu'il va pouvoir continuer à envoyer des coups puissants lui à l'intérieur. C'est une énorme diff que je trouve avec le combat de Max contre Gaethje, dont on sortait à l'UFC 300. Oui. Il reste dans la poche, par ses mouvements de tête, par ses pivots, il reste là, il reste à la distance qu'il faut pour tout de suite punir et venir punir avec que ce soit ses crochets, ses bras arrière. Absolument, sachant que Gaethje, probablement qu'il frappe plus fort que Topuria, tu vois. Oui, c'est ça, en plein, si on les fait taper dans un truc de puissance, je pense qu'il tape plus fort. Je vois Gaethje, Le truc, c'est que Gaethje, on l'a tous vu 1000 fois, quand il veut frapper fort, il perd son équilibre. Il se jette, il y a des highlights de Gaethje qui tombe en avant sur une droite ou sur un crochet tellement il a mis du poids dessus. Et surtout, il travaille sur un coup et il ressort pas derrière. Il ressort pas, ou quand il ressort, c'est un peu compliqué. Et ça fait que ça donne des lectures à un mec comme Max pour pouvoir contre-attaquer et faire des choses. Là, quand Topuria rentre dans ta distance, tu veux pas échanger avec lui en fait. Mais c'est un parallèle qu'on va faire sur l'autre sport qu'on suit. Wilder tape beaucoup plus fort qu'Usyk. Oui, bah oui. Et à un moment, quand tu affrontes les deux, le plus galère à gérer, c'est Alexander Usyk de loin. C'est une bonne comparaison, je trouve. C'est une très bonne comparaison. Et ces mecs-là qui sont parfaitement bien positionnés sur leurs pieds, parfaitement en équilibre, donc capables d'enchaîner 3 coups puissants comme ça. Et le finish, on le voit bien. Le crochet du gauche. Techniquement parlant, c'est hyper dur à réaliser parce qu'il vient d'envoyer un crochet du gauche en bas en fait. Donc il faut retransférer ton poids, il faut redonner du poids en fait, recharger, renvoyer. Il le fait vite. Tout ce truc, Baba, j'en profite, mais sa gestion du poids. Que ce soit sur sa jambe arrière, sur sa jambe avant, aussi pour casser cette distance. Enfin, vraiment, techniquement et dans les petits détails qui font un bon boxeur, waouh. C'est un lutteur. C'est quelque chose d'assez incroyable. C'est un lutteur. On n'a jamais vu cette transformation. Enfin, j'ai pas l'impression qu'on l'ait vu à l'UFC. On a cru en des gars qui l'ont fait, et puis après, ils se sont fait check par un mec qui était plus compétent dans ce domaine. Tu vois. Même The Ring a cru que Ronda Rousey était capable de le faire à un moment. Je te rappelle ça. On va basculer avec ça. Mais tu vois, on l'avait jamais vu. Ouais, clairement. C'est pour ça que c'est vraiment hyper impressionnant. Peut-être c'est beaucoup de superlatifs entre toi et moi, mais parce qu'il faut se rendre compte de la chose. Moi, je suis émerveillé par ce que j'ai vu, tout simplement. C'est le meilleur boxeur qu'on ait vu.
pour le MMA C'est probable. à l'UFC? C'est très probable. C'est probable. C'est très En probable. préparant ce matin, j'avais du mal à mettre un nom en face. Il y a eu des. Alors il y a la culture de l'instant, on va nous dire vous êtes dans la. Sûrement. Mais Sûrement. Et on a franchement, revu le combat, peut-être, ouais. on a vu les fondamentaux, on a vu la technique. Tu vois, je me base pas juste sur une culture de l'instant. Si le jour où Pavlovitch t'aurait mis un KO comme ça des enfers, je t'aurais pas dit ça, tu vois, du Non, tout, parce que bah je voyais oui, la technique bah oui. derrière. C'est différent, c'est différent. Il y a Putain, des mecs, là, il y a quelque chose, vraiment. Voilà, et Holloway, par exemple, Max, bah justement, ce qu'on a toujours reproché à Max, jusqu'au combat contre Gaethje, mais il y a un contexte à ajouter au combat contre Gaethje, c'est qu'Holloway, c'est un excellent boxeur de volume, etc., mais qui manquait la patate pour faire en sorte qu'on puisse dire, ok, là, tu vois, tu le mets dans un autre contexte, ça fonctionne très bien. Là, Topuria, ce qu'il est en train de réaliser, c'est assez impressionnant, surtout que rapidement dans le premier round, même si Max il est quand même bien dans son combat, ben tu sens vraiment que Max il veut pas échanger en fait, et que ça va être compliqué pour lui de produire du volume comme il voudrait le faire. Tu te sens que ça va être très compliqué parce que tu comprends qu'il veut pas rester à l'intérieur. Il veut surtout pas rester à l'intérieur, et le début de la fin. Bah, il n'arrive pas à l'intérieur pour Max. C'est pour ça aussi qu'il peut être plutôt serein dans la défaite, Max. Parce que, évidemment, quand tu prends un coup comme ça peut résulter d'une erreur défensive. Mais le coup part de loin. Il part pas de là où on l'attend. Le finish, oui, il est à l'intérieur. Mais le coup qui le rock, tout, ouais. il n'est pas là où il l'attendait. Ouais. En tout cas, Topuria, il arrive à ramener le combat où il veut, malgré ce que fait Max. Ouais. Patiemment, tout doucement, il amène à arriver ce combat là, à cette distance-là, qui est bonne pour lui, pour faire la différence. Holloway, on l'avait dit, il défend bien la lutte, hein. Même sur la seule amenée au sol, il défend bien, il fait ce qu'il faut faire. Mais juste, t'as un mec en face qui arrive à exploiter exactement, dès qu'il y a une moindre faille, il l'exploite. Il va tout de suite, il est courageux dans le sens où, moi c'est une notion de courage que je dis toujours sur les combattants offensifs, ça demande du courage de toujours saisir l'opportunité dès qu'elle se présente. C'est sa confiance, excuse-moi, c'est la confiance aussi, en lui? Ouais, bien sûr, c'est son immense confiance en lui. C'est pour ça que le fait qu'il parle beaucoup, tu sens que c'est plus sur une... Tu vois, c'est difficile de dire le curseur en fait. Ouais. Je veux me donner de la confiance en moi, plus qu'autre chose. Ou je il la est fabrique extrêmement grâce confiant. à ça. Ouais, voilà, tu vois, il est extrêmement confiant et ça donne ce qu'il est capable de faire. Mais t'as un vrai, tu vois, mais il y a un vrai parallèle avec McGregor. Ouais, encore une fois. Qui fabriquait aussi sa façon d'être dominant par la façon dont il parlait. Ou John Jones, parce qu'on l'oublie. T'as raison. Mais c'est quelque chose qu'il faisait beaucoup, et il y a beaucoup de combattants dans l'histoire. Mohamed Ali, attention, hein, je suis pas en train de faire des comparaisons parce que dès que tu cites son nom, non, faut pas. Tu te fais rattraper. Je sais pas des comparaisons du tout, c'est simplement que la confiance se construit aussi comme ça, tout comme les coachs, on rentre dans la tête des boxeurs en leur expliquant que la séance que tu viens de faire à l'entraînement, il y a personne dans ta catégorie au monde qui te bat. Tu vois, est-ce que c'est vrai? Bon, bah. Et puis là où moi je suis, mais bravo, c'est que il a fait payer les rares vulnérabilités de Max sur le footwork. Ouais. Lui, les fait payer, contrairement à beaucoup d'autres. C'est ça, il le fait payer. Et en plus, il arrive à changer, parce que vraiment, dans le troisième round, il y a un changement drastique où déjà, il met beaucoup de pression dans le premier et le deuxième. Donc tu te dis que c'est ça la couleur du combat, en fait. Sauf que dans le troisième, il accentue cette pression. Et on va pas. Voilà, oui, bien sûr que j'avais une petite sensibilité pour Max. On l'a expliqué pourquoi dans la preview, en termes de longévité, etc. Ça fait longtemps que je le regarde et j'aime beaucoup le personnage. Mais tu sais, et en plus je les regardais même pas en même temps que tout le monde. Mais quand tu vois le début du troisième, tu commences à flipper pour Max. Tu dis waouh, c'est chaud là. Il est en train d'accélérer, mais la pression, tu dis waouh, ça va être compliqué d'échapper encore pendant un troisième round, quatrième round, cinquième round, ça va être difficile. Ouais, je suis d'accord. Et tu le sens venir en fait. Tu le sens venir, et comme t'as cet amour aussi un peu pour Max, tu te dis mais on y va tout droit là. Tu te dis putain, c'est inévitable quoi. La séquence du finish, qu'on finisse là-dessus, mais c'est au-delà de ce premier coup un peu plus à distance, mais qui lui permet de réduire et de la terminer. Avant le crochet gauche, il y a tout un enchaînement contre la cage. Et alors, c'est là où je vais montrer le qualité de boxe d'un Ilia Topuria aujourd'hui par rapport à ses ses congénères de l'UFC. C'est que on a eu un Dan Ige entre les Ron Murphy. C'était le 4e combat de la carte principale, enfin le 2e après le début de la carte principale, où quand Ige met Murphy au sol au premier round, puis qu'ils se relèvent et qu'ils sont contre la cage, il y a 20 secondes où Murphy se protège avec les mains sur la tête, le corps est ouvert complètement, il fait que le visage. Et Ige vise que le visage de façon très bête, un manque de fight IQ mais énorme par rapport, on va dire, à un boxeur de même niveau pour le coup. Et Topuria, sur une séquence similaire, il fait tout ce qu'il faut faire. Il fait combinaison en bas, en haut. Il touche, pas tous les coups touchent, mais il y en a qui touchent bien. Et voilà, il a plus qu'à mettre le crochet final. C'est ce qu'il impose à Max de faire, c'est compliqué parce qu'il faut qu'il défende sur 2 niveaux déjà, sachant que c'est du MMA. Il peut aussi plonger dans tes jambes, donc c'est même 3 niveaux.
Et donc il te force en fait à te déplacer tout de suite. Tu peux pas rester là. Tu peux pas rester contre la cage, encaisser des coups de Topuria parce que tu vas descendre. Il y a un moment, ça revient dans ta tête. T'as vu les images contre Volkanovski des millions de fois. Tu sais qu'il a mis KO contre la cage. Faut que tu sortes. Ses coachs t'ont probablement dit qu'il faut jamais qu'il soit dos contre la cage contre lui. Donc il sort, mais il a pas encore ses jambes. Il a pas encore ses jambes. Il est pas équilibré. Il est pas à 100%, on va dire. Ça fait qu'il ne peut pas défendre correctement. Il y en a plein qui m'ont envoyé des messages pour me dire mais pourquoi il a les mains aussi basses sur le finish quand il prend le dernier crochet du gauche. Bah les gars, c'est parce qu'il est très touché. Il est touché durement, et quand tu es touché durement, tu n'es pas lucide, tout simplement. Bien sûr. Il ne peut pas défendre correctement, et en plus, ça se trouve qu'il y a un coup au corps dans la séquence que tu mentionnes, là, qui lui a fait très très mal, au point où il ne voulait pas monter les mains. Tu vois. Ça va tellement vite que nous, on le voit pas, mais tu peux pas savoir. Il y a un moment, c'est compliqué. Et je remets Kevin qui nous a mis, j'ai beau analyser des combats tous les week-ends, quand Kevin il est venu s'asseoir ici, qui nous a dit je me suis pris un genou au corps dès les premières secondes, moi je l'avais pas vu. Non, personne. C'était un rappel pour moi de me dire, bah tu vois, tu sais pas en fait. Complètement. Et quand c'est marrant, mais après l'émission, quand on a revu le fight, et tu dis mais bien sûr que c'est là. Tu vois. Et jamais de la vie en live, je vois. C'était la première chose que j'ai fait quand on est rentré ce jour-là. Jamais de la vie, je vois que ça a eu cet impact-là. Bon, il vient de prendre un genou. Voilà. Et non, en fait, ça a un impact sur le combat. Donc voilà, tu peux pas. Ilia Topuria, dimanche matin, il était en une de Marca, le grand quotidien madrilène. Ouais. Un jour de lendemain de Classico. Exactement. Il partageait la une avec le Classico. Bon, ils ont pris 4-0 le Real. C'est ça, je suis d'accord. C'est vrai que s'ils avaient mis 4-0 Barça, peut-être qu'il était en bandeau en bas. Il n'empêche. N'empêche que dans un pays de foot comme celui-là, il est en une de Marca. Ouais. C'est la plus grande star qu'ils ont, l'UFC, Baba, maintenant. Ah, c'est dur à dire. Poatan, c'est plus haut que Poatan encore. Poatan, il est très haut. Maintenant, il n'y a pas de raison pour qu'il ne le dépasse pas rapidement. Si l'UFC fait les bonnes choses. Voilà. En fait, l'impact qu'il peut avoir sur son marché espagnol et européen globalement, je pense que c'est plus fort que l'impact que peut avoir Poatan au Brésil, qui est déjà un pays de MMA installé. Et même aux US. Même aux US, là, tu viens de mettre KO les deux combattants préférés des fans. Vraiment, tu vois, ils sont dans le top 10 des préférés des fans de très loin. Max, il est probablement numéro 1. Le mettre KO comme ça, je pense que c'est toujours pareil dans le MMA et dans les sports de combat. Quand on dit tu prends les fans d'un mec, ça c'est réel, ça c'est réel, tu vois. Les fans, ils deviennent, parce qu'avec le respect que tu vas acquérir, tu vas devenir fan du gars, tu vas vouloir le regarder combattre. Donc ouais, ils ont une pépite, et oui, probablement il va dépasser, je pense que si c'est pas fait, parce que c'est encore très récent là, il va peut-être pouvoir dépasser Poatan dans l'esprit des gens. Ouais. Il y a des combats. On se tourne un peu vers la suite avant de passer à Chimaev, parce qu'il y a des trucs dingues à faire en fait. Ah bah oui. On sait, McGregor, peu importe, il peut pas combattre pendant des années, ça reste the star, la méga star. Ouais. Un Topuria McGregor dans quelques temps. Tu vois, un stade en Europe ou un truc, c'est très 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 fort. Ouais. On l'a dit, il y a cette revanche. Dana l'a confirmé. Ce sera Volkanovski. Il est monté dans la cage. Il a bien eu raison de monter dans la cage et d'aller plus vite que Diego Lopez pour monter. Clair. Mais de toute façon, Dana a dit pour service rendu même. Volk a trop fait pour nous. Il nous a trop sauvé des combats contre Makhachev, contre machin. C'est lui, ça mérite. Par contre, please, parce que là, il l'a mérité. Faites-moi pas Sydney et l'UFC 312 début février. Faites pas Volkanovski chez lui. Ça mérite d'être à Madrid. Mérite. Il y a la rumeur de début avril à Madrid. Ça mérite. Il a mérité de ne pas être à l'extérieur entre guillemets pour cette défense. Il lui faut son homecoming. Espagne, c'est un grand pays. Madrid, c'est la capitale d'un grand pays européen. Ils sont pas obligés de le faire dans un stade. Ils ont des salles comme nous, on a des salles. Ils peuvent le faire très facilement. Enfin, très facilement. On s'entend. Mais je vois pas pourquoi ou comment ils n'arriveraient pas à organiser un event pour Topuria pour sa défense de titre chez lui. C'est la chose à faire. Il faut arrêter de tout le temps gâcher les opportunités. Ils l'ont fait quand même pas mal avec les trois rois africains à l'époque où ils ont fait 0. C'est très compliqué. Moi, c'est quelque chose que j'ai toujours pas compris aujourd'hui. Complètement. Il y a d'autres choses qu'on pourrait. En vrai, Conor en Irlande, prime, c'est-à-dire qu'il l'avait fait au début de son run, mais quand il était vraiment au top du top, en Irlande, ils ont fait des events derrière et qu'ils n'ont pas pu le mettre en tête d'affiche. Là, il faut vraiment le faire parce qu'ils ont une superstar. Ça vendra en Europe. Je pense qu'il y a des Européens qui feraient le déplacement en Espagne pour aller le voir ça. Donc il faut le faire. Et oui, non, faut pas mettre Volk sur la carte australienne. Il faut que ce soit chez Topuria. Franchement, il faut que ce soit chez lui. Je suis vraiment d'accord. Dans cette KT, dans les moins de 66, on a dit il y a Diego Lopez qui attend sa chance, le vainqueur de Sterling contre Evloev qui pourrait être un candidat crédible. Tu vois un mec le déloger vite dans les noms que je dis là, tu vois. Ou alors il faudra trouver un mec qui sort un peu du chapeau et qu'on n'attend pas encore aujourd'hui. Non, très franchement, c'est possible. Encore une fois, c'est une catégorie qui nous a montré que c'est possible. Ouais. Parce que Vol qui monte, mais c'est quand il bat Aldo que c'est un candidat crédible. Il a battu Mendes avant, certes, mais bon, c'est pas à ce moment-là que je me dis que voilà. Holloway, il était dans les radars de tout le monde. De là à ce qu'il finisse 2 fois d'affilée Aldo, c'est pareil. Tu prends toutes les personnes à l'époque, personne ne te dit que si, on avait tous vu ça, etc.
Ouais, donc tu peux être étonné. Topuria qui met KO Volkanovski, non, moi je pensais que Volkanovski le battrait, Ouais. je le dis en toute franchise. Donc, Par contre, sur la revanche, j'ai eu un peu peur pour Volk. Surtout oui. après le KO des parce oui, que oui. le KO qui reprend, Oui. faut le revoir en février. Oui. Il est out avant même d'être Ouais. au sol. Et puis il a pris 2 gros KO d'affilée. 2 énormes KO d'affilée, il a pris Volkanovski, vraiment. Donc, ouais, non, je suis pas. C'est pas du tout là. Oui, c'est vrai qu'on en a pas parlé de ça parce que c'est acté et Dana White l'a acté. Mais personnellement, je suis pas du tout d'accord avec ça. Diego Lopez est là, il est prêt. Pour moi, c'est ce qu'ils auraient dû faire. Ouais. Mais bon, c'est comme ça. Mais, Oui, et je comprends les ouais. services, le côté service. Ouais, rendu. voilà, non mais c'est vrai, il a le droit, mais bon, il peut aussi continuer à se reposer, c'est pas plus mal pour lui et revenir derrière. Ouais, Mais bon, et peut-être qu'en se reposant plus et en reprenant un peu plus tard, il aurait eu pourquoi pas. une meilleure approche de ce combat-là, en tout cas. Pourquoi pas. Max, lui, il parle clairement qu'il va monter chez les moins de 70, il l'a dit déjà. Ouais. Il y a plein de beaux combats à faire. Il a surtout dit c'est pas du tout ma fin. Et on connaît Max, son côté guerrier. On Ouais. va le revoir. Ouais, et on va ouais. reprendre du plaisir devant des combats de Max Holloway. Il y a plein de combats à faire à 155. Et le dernier thème sur cet avenir dont il faut parler, Baba, tu t'en as parlé un petit peu déjà. Mais tout le monde y pense depuis samedi soir. Islam Makhachev, qui est le champion Ouais, juste bien sûr, au-dessus. bien sûr. Très complet également, tu vois, qui a développé un bon striking et on connaît sa lutte et son sol daguestanais. Topuria dit je vais être le premier à soumettre Islam. Il a raison de se vendre un peu, comme il a dit j'étais le premier à mettre Ouais, bien KO sûr. Holloway. Holloway qui lui répond, il dit c'est dur de parier contre Islam parce que vu son style, même un Topuria, c'est le prochain super fight. Ouais. Enfin, tu vois, je pense que c'est le super fight aujourd'hui à l'UFC à faire. Hein. Alors, celui que je mettrais tout en haut de la liste, mais pas tout de suite, Baba. Non, ils ont des choses à faire dans leur catégorie déjà. Exactement. Ce sera encore plus grand dans 1 an et demi, 2 ans, quand tu auras bien défendu. Voilà. Il faut prendre le temps. Makhachev, déjà, il a un combattant très fort à affronter. Arman Tsarukyan. Arman Tsarukyan. Donc déjà, il faudra faire ça. Il est dans une catégorie qui est dense, Makhachev, donc il aura toujours des combattants aussi à affronter. Et Topuria, il a au moins 2 challengers crédibles qui attendent. Et puis si tu fais Topuria juste après Arman Tsarukyan pour Makhachev, ça veut dire que depuis qu'il a été champion contre Oliveira, il aurait défendu 3 fois sa ceinture contre des featherweight, Voilà, c'est ça. 2 fois C'est Volka pas- plus 1 fois Topuria, Ouais. et seulement 2 fois contre des lightweight. Ce Un serait peu pas dans une catégorie aussi dense que ça. Voilà. C'est pas chez pour les moi, c'est poids pas la lourds, là, bonne tu chose vois. à faire. Pour son legacy, ce serait pas une bonne chose non plus. Et non. Donc non, je pense qu'il faut qu'il crée un petit peu des défenses de son côté. Topuria aussi. Si Topuria, il rebat Volk, qui bat Diego Lopez et qui bat Aljamain Sterling, ouais, là lui, il pourra dire bon, écoutez, moi c'est bon maintenant, je vais monter. Et puis moi, je serais pour qu'il monte tout court en fait. Ouais, pourquoi vois. pas. Complètement. Monte tout court, hein, tout simplement, et puis fais ce que tu as à faire dans la catégorie du dessus. Tu vois. Vas-y, exactement. Va chercher ce challenge-là au-dessus. Et en un mot comme ça, mais comment tu le vois ce combat-là? Il peut le faire, Ilia? Il peut Contre le faire, Islam il peut le faire peut le parce que faire. c'est un combattant exceptionnel, Ouais, il mais peut le faire. à aujourd'hui, Je mets Islam je devant mets aussi, Islam Je suis devant. pareil que toi. Voilà. Mais il peut le faire et c'est une dinguerie parce que je pensais pas il y a quelques années, tu m'aurais Ouais, demandé, ouais, c'est c'est pas- clair, il y a c'est même un an. C'est clair. Je suis pas sûr, je sais même pas sûr, je t'aurais dit non, il se ferait, ce serait un massacre. Non, mais c'est quelqu'un qui a déjà combattu à 70, qui a des KO à 70, donc sa puissance de frappe le suivra dans la catégorie supérieure, ça c'est sûr et certain. Donc, c'est un puncher, on peut dire que c'est un puncher maintenant, et les punchers ont toujours une chance, ça c'est clair. Ouais. Et lui a Il a déjà plus que annoncé ça. qu'il voulait être champion. Et chez les moins de 70 et chez les moins de 77, vu son gabarit de 77, ça paraît ouf. Ouais. Mais c'est le combat, Baba. Hein. Je te l'apprendrai pas à toi. Les bons match-up, le bon champion au bon moment, comme il y a eu pour JSP avec Bisping, par C'est exemple, ça. ce genre de choses. Ah bah ça peut le faire. Pourquoi pas? Pourquoi pas marquer les esprits et faire un truc dingue. En tout cas, bravo, chapeau à Ilia Topuria Ouais, et on super, reparlera de lui super parce que combattant. super combattant et vraiment ce niveau de boxe, c'est fascinant à voir dans une cage Ouais. et pas dans un ring de boxe normal. Tu sais que il a débuté à l'UFC en 2020. Les mecs qui ont débuté en 2020, je sais Ouais. pas si t'as vu passer, Dricus Duplessis, Aspinal, Topuria, Chimaev, Rakhmonov. Waouh. Et Manon Fiorot signe en 2020. Elle commence en 2021. Mais elle signe cette cuvée, dans Eh quelques ben, années, donc, peut-être qu'on dira. C'était une sacrée cuvée l'année du Covid en fait, tu vois. Qu'est-ce que vous avez fait pendant le confinement, on sait pas, mais visiblement ça a marché. Hein. Exactement. Et on laissera cette parenthèse fermée après ça. On passe à Chimaev, mon Baba, bien sûr, avec cette victoire dominante, soumission sur Robert Whittaker. C'est une autre passation de pouvoir, en fait. Oui. Dans ce main event, Tesco Main Event, on Oui. en parlait dans la preview avec Antoine. On est passé dans le présent et l'avenir de l'UFC, Baba. Ah mais complètement. Non seulement on était sur une passation de c'était l'event de la passation de pouvoir entre guillemets, et puis c'était l'event où le super vilain bat le gentil de l'histoire, tu vois. Et c'est ce que j'aime moi avec les sports de combat. C'est comme ça, tu vois. Tu vas avoir des combattants préférés des fans, mais les sports de combat ils aiment jamais plus que de ruiner
ton fandom. C'est comme ça en fait. Ouais. Tu vas kiffer un mec pendant des années et puis il va se faire éteindre devant toi avec tes chips. C'est la nature de nos sports. C'est comme ça. Il faut génial. accepter ce truc-là. Exactement. Et c'est génial, tu vois. Donc non, c'est cool. Et puis je vais te dire un truc même, c'est que c'est le combattant dont j'attendais le plus sur cette carte. Chimaev. Ouais. On l'avait dit dans la preview. Moi, c'était Beaucoup de questions autour. il a rien à me prouver personnellement. Attention, hein. C'est juste que moi, voilà, on a tous eu des attentes après ce qu'il a fait en arrivant. Ça s'est bien tassé depuis pour X ou Y raison. Il est tombé malade, etc. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Maintenant, il était face à un combattant d'élite de la catégorie. Et c'est est-ce que tu es élite ou est-ce que tu es pas élite? La réponse, elle est claire, nette et précise. Hein. Ouais. Il est plus qu'élite. Il est élite, il est vraiment élite. C'est assez simple, hein. Il va lui shooter ce takedown de très très loin comme il fait là, parce que mais c'est tellement une force de la nature que tu peux pas l'empêcher, tout simplement. Derrière, Whittaker, il défend plutôt bien. Il défend bien. Le positionnement, chaque fois qu'il y a un danger, il sait l'éviter. Il joue bien avec ses mains. Et puis à un moment, il serre. À un moment ou l'autre, il trouve l'opportunité, il serre. Et lui, je pense que si vous suivez notre émission, vous avez dû voir passer sur les réseaux sociaux l'image de ses dents enfoncées c'est ouf. à Robert Whittaker, parce que donc il serre sur ses dents et en fait il lui fracasse les dents qui rentrent vers l'intérieur. Il tape tellement vite parce que ça fait mal de dingue. Je pense que tu ne résistes pas à ça. Il y a un frisson là qui m'a parcouru. C'était quoi ta réaction devant ce truc? C'est une force de la nature incroyable. C'est incroyable. Déjà, c'était très drôle parce que moi. Le squeeze, quoi. Parce que moi, j'étais en train de commenter un combat au MTGP, tout simplement, avec Nora Cornell, d'ailleurs, que je salue au passage, qui était avec moi et qui a gentiment commenté avec moi. Et moi, je reçois un message de mon petit frère, que je salue aussi, Malik, et qui, avec des smileys apeurés, qu'est-ce qui vient de se passer? Moi, je comprends pas. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Explique-moi ce qui s'est passé. Et là, il me dit qu'il a tapé trop vite Whittaker, il faudra que tu m'expliques quand tu verras les images. Et puis après, je comprends ce qui s'est passé rapidement. Moi, je pense même que sa mâchoire, elle a été disloquée, mais en fait, c'est pas ça. C'est ses dents, ce qui est encore pire, je crois. Et enfin, que te dire, à part que c'est un truc de fou. Quoi. Il avait jamais été soumis à l'UFC, Whittaker. Non. Ça vous prouve, et il tape tellement, ça vous prouve la puissance qu'il y a dans ce. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une seconde où il se dit peut-être que je vais résister un peu et laisser pas. Non, je tape parce que ça fait beaucoup trop mal. Sachant qu'on est sur un scramble qui dure depuis, je sais pas, 2 minutes. Ouais, 2:30, 3 minutes peut-être. Ouais. Donc c'est fatigant. Même pour le combattant offensif, c'est fatigant, tu vois, de faire tout ça, de chercher à trouver la bonne position, mettre les crochets, les garder, être sur le dos. À un moment, Rob se lève, Chimaev repart tout de suite sur un takedown, il le ramène. Tout ça, c'est demandeur, c'est consommateur d'énergie. Et pourtant, à la première opportunité, il t'a lâché un squeeze de l'espace apparemment, au point où tu vois ça a fait ça. Donc, et on voyait passer, je sais pas si t'as vu passer, mais les images de Kevin Holland après qu'il ait pris un étranglement de Ramzat et qu'il a les yeux injectés de sang rouge. Ce mec a un squeeze, s'il t'attrape, je pense que c'est fini. C'est très très compliqué de résister. C'est très compliqué. Donc c'est clair que là, ce qu'il a montré, c'est assez exceptionnel parce que Whittaker, c'est un combattant très solide, mais c'est ce qu'il a montré là sur sa force. C'est exceptionnel. Moi déjà, j'ai toujours pensé que c'était une meilleure catégorie pour lui. Avec ce combat, il le montre très clairement. C'est mieux que les welters pour moi qui sont en middle. Ça sert beaucoup mieux ses intérêts, sa force naturelle. Et en plus, il a eu du mal à faire le point. Donc ça veut dire que on voit bien que c'est un combattant qui est lourd. Et que c'était une folie de faire welter. Ouais, clairement. Quand tu vois qu'au début du takedown et quand il commence à essayer de contrôler Rob, tu vois le poids qu'il met sur lui, tu comprends que si tu tournes un peu en grappling, toi qui nous écoutes, tu sais à quel point c'est compliqué. Moi, je me suis fait contrôler par des mecs plus légers que moi, comme ça, qui mettaient de la pression, tu dis, c'est super dur. Et puis après, pour finir sur le neck crank, moi j'ai déjà pris 2-3 neck crank, coucou Alex, comme ça fera un autre big up. Tu sais, t'as cette sensation-là justement. Quand quelqu'un va te serrer la mâchoire, t'as l'impression qu'il va te la péter la mâchoire. Donc tu vas taper parce que tu dis. Je vais garder ma mâchoire. T'as un coup de flip en fait, tu vois. T'as un coup de flip mais après coup, tu te dis, pourquoi j'ai tapé? Il peut pas me péter la mâchoire comme ça. En vrai, tu vois, j'aurais pas dû taper. Si. Si. Il peut. Si. Bah si, tu vois, il peut. En fait, ça peut arriver. Donc voilà, c'est une sensation hyper désagréable. Et puis en plus, visiblement, quand on te fait reculer les dents comme ça, qu'est-ce que tu veux faire en fait? C'est incroyable. Ça aura permis un petit bon mot à Robert Whittaker qui a dit je cherchais une excuse pour me faire réarranger les dents, et elle est toute trouvée puisqu'il me les a explosées moi-même. Non, super, Par contre, Chimaev, c'est intéressant. On savait qu'il a un round 1 qui est de l'enfer. Il résister à ce round 1, c'est déjà un exploit en soi. De sortir du round 1 sans avoir été soumis ou mis KO par Chimaev, c'est déjà énorme. Parenthèse, Ousmane, en short notice, pas dans sa catégorie, chapeau à lui d'avoir résisté. Ça donne une autre lumière. Ça donne une autre lumière. Et à qui est Ousmane? Pour rappeler bien qui est Kamaru Ousmane, c'est pas n'importe qui. Et chapeau pour la performance, pour le coup. Il a un point très fort, sa lutte offensive sur ce premier round, notamment quand il a le cardio qu'il exploite au mieux, comme Poatan sait exploiter son arme avec ses poings et ses pieds.
Mais en fait, est-ce qu'il a répondu à nos questions ? Nos questions, elles étaient sur le cardio, notamment sur ce 5 rounds, si ça poussait un peu plus loin. Ouais. Si tu vois, si un mec avec des armes plus complètes comme Whittaker le poussait, avec en plus l'idée du cardio qui commençait à taper dedans, est-ce qu'on a répondu à nos questions ? Il n'a pas juste confirmé, pour le coup, que c'était le phénomène et que sur son arme principale, il est très dur à avoir, à bouger ou à battre. Mais il n'a pas répondu à nos questions. Il reste des questions. Il restera toujours des questions et c'est normal. Tant qu'on l'aura pas vu faire un 5 rounds complet contre un combattant qui est capable de lui opposer une résistance sur 5 rounds. Mais au-delà, j'ai une question par rapport à cette question-là. C'est est-ce qu'il y en a un qui saura résister sur 5 rounds déjà? Il peut faire ça toute sa carrière. Peut-être. Ça, c'est possible, évidemment. Mais il faudra qu'on le voit, en tout cas, pour le comprendre. Non, mais si jamais il répond jamais à notre question, et ben voilà. Le truc, c'est ce que j'allais dire. En fait, le truc, c'est que au final, il a répondu à d'autres questions qui sont importantes. C'est déjà, est-ce qu'il est capable de faire ça à un combattant d'élite? La réponse est oui. Parce que Ousmane, c'est un combattant d'élite, mais c'était en short notice. Et Ousmane, il était même pas dans sa catégorie. Non. Là, c'est un combattant d'élite des 84. Whittaker vient des welter il y a très longtemps maintenant, mais il a fait sa vraie carrière, il a fait en middle. Il a été champion de la KT contre un lutteur que je rappelle exceptionnel, qu'il a affronté 2 fois. Il a affronté 2 fois Yohan Romero, attention. Donc c'est pas comme s'il n'avait pas vu d'autres lutteurs dans sa vie. Donc il a réussi à faire ça contre un combattant d'élite. Ça, c'est la première question à laquelle il répond pour moi, qui est très importante. Et pour moi, la deuxième, c'est est-ce que c'est un combat? Est-ce qu'avec ce qui s'est passé dans sa vie ces 2-3 dernières années, est-ce qu'il s'est assagi dans le bon sens? Moi, j'ai l'impression que oui. Parce que là, pour le coup, tu comprends qu'il était venu uniquement pour jouer sur ses forces. Uniquement pour ça. Et moi, c'est ça que j'attends en vrai d'un combattant de MMA qui a cette qualité-là. Quand tu as une qualité dans un domaine, comme Khabib à l'époque, en fait, il n'y a pas à chercher. Je suis d'accord. Voilà, Trop souvent, je vois des mecs d'ailleurs dire mais il faut aller travailler. Si tu as un point fort qui est fort à ce point-là, mais c'est ça qu'il faut que tu exploites. C'est ça qu'il faut que tu continues de travailler. Et il faut surtout pas travailler que le reste pour perdre ce que tu avais. Il faut garder ça. Sinon, tu deviens, par exemple, un Daniel Cormier qui est incroyablement fort, mais qui est devenu amoureux de sa boxe, au point de vouloir que boxer Stipe les 2 combats suivants. On en a vu un plein là, les Curtis Blades, les machins, je tombe amoureux de ma boxe. C'est là, tu vois, Khamzat, ce qu'il a montré dans ce combat-là, il était venu pour lutter, très clairement, il n'a pas cherché à comprendre, il n'a pas envoyé de coup debout, 0. Et surtout, quand il y a eu le scramble où Whittaker se relève, il va tout de suite replonger dans les jambes. Il n'a pas cherché, je pense que Khamzat, il y a 2 ans peut-être, il aurait dit, on se relève un peu, on va rigoler, on va envoyer des coups. Et s'il reste comme ça, s'il reste dans ces stratégies-là, vas-y, va le chercher aussi celui-là. Ah bah en middle, ça va être compliqué, même si je vois le champion pour le coup. Ouais, on va parler de la suite. C'est très intéressant parce que moi aussi, il m'intrigue ce match-up. Je l'ai dit sur le plateau direct. J'ai très envie. Alors, il n'a pas répondu à toutes les questions, je l'ai dit pour le coup. Il n'a pas pu parce qu'il a plié l'affaire avant. Par contre, il a fait un truc de superstar. Le truc qui vous fait passer devant tout le monde, qui vous fait hop, tu passes devant l'échelle, tous les potes qui sont en train d'attendre leur chance pour le titre, tu dis salut, moi je suis Chimaev, vu ce que je viens de faire et mon potentiel de superstar, je passe devant. On a quand même un problème, Baba, je répéterai, on continuera de le lire, les liens entre Khamzat Chimaev et Ramzan Kadyrov, le leader tchétchène. Il était encore à célébrer avec lui en image juste après la victoire. C'est presque triste, tu le vois, l'autre il lui tape la tête. C'est pas presque triste, tu sens qu'il a pas envie d'être là. Il a pas envie d'être là. Il a pas le choix. En fait, il a pas le choix et j'ai vu des gens critiquer ça. Et évidemment que c'est plus que critiquable, mais il a pas. Faut se mettre dans les baskets de Chimaev. Il a pas le choix. Il a pas le choix, c'est compliqué et je répète que c'est un problème d'image. Tant que ça va là, tant que tu es en train de monter, il y a pas beaucoup de problèmes. Le jour où il est à la Grozny avec la ceinture, c'est CNN qui commence à faire les trucs et à dire mais pourquoi ce mec qui est recherché par des autorités américaines, il est avec votre champion UFC dans les rues de Grozny. Donc ça devient plus compliqué en termes d'image. Dana White, peut-être qu'il peut s'en foutre, je sais pas, je suis pas dans la tête de Dana White, ça m'étonnerait pas de sa part. Par contre, TKO, la société qui est au-dessus, qui dirige la WWE, tout ça, c'est pas le genre à se foutre de ce genre de publicité. En tout cas. Déjà, ils ont une très mauvaise pub en ce moment, puisque je vous invite d'ailleurs tout le monde à regarder le documentaire sur Vince McMahon parce que c'est incroyable. Tout à fait. Mention à l'épisode 5 qui m'a fait sortir les yeux de mes orbites. Ils peuvent se passer de ça. Ils ont déjà d'autres problèmes à gérer. Il avait dit qu'après Burns, comme après Ousmane, l'UFC lui avait promis le title shot. Il l'a pas eu. Je suis pas sûr qu'il l'ait très vite, moi. Je suis pas sûr que cette situation de l'UFC, tant qu'elle est pas réglée, tant que l'UFC a pas il y a pas un truc qui leur fait dire OK, on est un peu plus tranquille à ce niveau-là, je suis pas sûr qu'il lui donne aussi vite que ça. J'en parlais avec des amis hier et c'est ce que je disais. Je leur disais que ce qu'il a fait dans une situation normale, il passe devant tout le monde. Voilà, parce que de toute façon, c'est le mec qu'on attend. Même devant Strickland, à qui l'UFC a dit il passe devant tout le monde. Il serait passé Dana White, il a déjà fait ça. Ça lui aurait posé 0 problème de faire passer Khamzat devant Strickland. Surtout que le premier combat, il n'a pas fait kiffer tous les fans, Strickland contre DDP. Donc il n'aurait pas eu de problème. Le fait que
Dana White le mentionne même pas en conférence de presse. Pour moi, ça veut tout dire. Ça veut tout dire, c'est que déjà de base, ils l'ont pas spécialement poussé avant ce combat contre Whittaker, parce que déjà, il avait pull out celui d'avant. Il y a toujours un gros risque avec Khamzat qui pull out. Donc, je comprenais même qu'au niveau promotion, vous n'avez pas spécialement poussé, mais même derrière, tu vois, on pousse pas plus que ça. On pousse pas plus que ça parce que voilà, ils veulent un petit peu que la situation se décante, qu'on voit comment on peut aborder ce problème-là. En attendant, ils ont des contenders crédibles qui se sont dégagés durant les derniers mois. Et là, ils pourront simplement se dire non, mais tu sais, lui aussi il a fait ça, et lui aussi il a fait ça, et lui aussi il a fait ça. Donc bon, écoute, c'est gentil, mais on va pouvoir te donner quelqu'un d'autre. Et je vais te dire un truc, et c'est bête à dire, mais je serais même pas surpris qu'on lui donne un Paulo Costa, tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Parce qu'on est un peu en galère et qu'on sait pas trop quoi faire d'autre. Mais c'est une catégorie, tu l'as dit, il y a beaucoup de monde qui monte. Nassour Dinubavov, Koyo Borayo, il y a du monde qui attend derrière. On a vu Magomedov, pour le coup, Sharapouddin qui va commencer aussi à rentrer dans la discussion avec son KO dans cette UFC 308. Il y a Duplessis, le champion. Mais même, c'est une galère à plein de niveaux, Khamzat, Baba. Ouais. Imagine Strickland, Duplessis reprend le titre. Khamzat ne peut pas combattre aux États-Unis. Tu veux faire Strickland, Chimaev, tu le fais à Abu Dhabi. Mais Strickland à Abu Dhabi, Baba, au bout d'une demi-journée, il a 12 plaintes pour islamophobie et racisme, en fait. Non, mais je rentre dedans, les pieds dedans, mais tu vois ce que je veux dire. C'est hyper compliqué. Après, il n'aura pas le choix, et c'est un compagnon, Strickland, mais si on lui demande d'y aller, il ira, mais il va y aller. C'est même pas un reculon qui va y aller, c'est en marche arrière. C'est une vraie galère. Ça va être compliqué. Non, il y a des problèmes. Vraiment, sportivement parlant, encore une fois, Khamzat, il mérite sa chance pour le titre. Il n'y a aucun problème. Moi, je lui donne demain. Si tu peux venir faire venir le champion d'Arabie Saoudite ou Abu Dhabi, tu le fais parce qu'il mérite. Ce qu'il a montré, c'est assez exceptionnel. Mais il y a beaucoup de soucis qui l'entourent, et c'est ce qui est assez marrant avec cette catégorie des middleweight, c'est qu'aujourd'hui, avec ce qui s'est passé encore hier, c'est une des catégories les plus ouvertes, si ce n'est la plus ouverte qu'on a à l'UFC aujourd'hui. Ouais. Parce que tu as des mecs comme Nassour qui ont écarté les prétendants qui pourraient rentrer dans le top 5 et qui a vraiment solidifié sa place, et tu lui donnes un title shot demain à Nassour, c'est normal en fait. Tu as Strickland, j'ai beau pas l'aimer, c'est à peu près normal qu'il ait une revanche contre l'UFC l'a dit, ce sera le prochain combat pour le titre. Ce sera celui-là. C'est comme ça. Et puis tu as un Caio Borralho, tu sais pas trop où te situer avec lui parce qu'il a une série de victoires qui est là, mais en même temps, est-ce que ça suffit pour. Adesanya qui peut revenir. Adesanya, il est toujours dans les parages. T'as un Sharapouddin qui a une hype folle. Son problème, c'est qu'avec son œil, les commissions Atlético State, ça passe pas non plus pour le moment. Donc ça veut dire que c'est la même chose, t'es obligé de le faire combattre ailleurs qu'au State. C'est un peu bizarre. Mais t'as raison, dans le top 5-6, c'est peut-être la KT où il y a le plus de possibilités. Où tous méritent presque leur chance pour le titre. Il peut se passer plein de choses. Donc là, tu sais que ça va se jouer en négociation, ça va se jouer. C'est pour ça que l'approche de Nicolas Haute qu'on avait reçue ici, elle est intéressante. On se dit, on prend les gars. Oui, et on reste actif. On les prend, on reste actif. Et tu vois, s'il avait choisi de ne pas rester actif, avec tout ce qui s'est passé derrière, je suis d'accord. Qui sait qu'il aurait reculé, je ne sais pas, dans les oubliettes, ça aurait été Nassour. Ça aurait été Nassour, on est d'accord. Et dernier mot sur ça, mais dans un monde idéal où il se fait, le match-up Chimaev-Duplessis, ce qui nous intrigue en fait. Ouais. Parce que même avec les qualités de Duplessis sur le cardio, on peut dire tout ce qu'on veut sur son style atypique, notamment debout et tout, et on en a assez dit dans des débriefs ici, Baba. Mais il a du cardio, DDP. Il est plus fort qu'on pense en lutte et au sol. Visiblement, c'est le plus fort de la KT physiquement. Donc voilà, ce physique qui peut contrer un peu la côté force brute de Chimaev. Il est intéressant le match. Bien sûr, parce que là, pour le coup, la force brute, elle rencontre la force brute, en fait, tout simplement. Tu as deux combattants super puissants, dans la préhension, en tout cas, qui s'affrontent. Il y a deux solutions. Soit c'est un combat debout avec beaucoup de scrambles et les mecs qui luttent pour la position, soit tu as un combat classé en kickboxing. Et c'est que ce combat, s'ils vont jusqu'au 4e, ça peut ne plus ressembler à rien du tout. Ça peut ressembler à rien du tout. Chimaev Duplessis au 4 ou au 5, ça peut vraiment être tu regardes ça, tu dis waouh, c'est l'élite là. C'est ça. Mais pour un Duplessis qui combat avec son style complètement bizarre, il faudrait peut-être un Chimaev justement qui a pas peur d'échanger dans la boîte parce qu'il est un peu fou et qui a une puissance de frappe qui fait que il peut l'éteindre. Et ce qui est bien avec Chimaev, c'est qu'à un moment, ils arriveront à te vendre ce truc des deux luttes. Ils vont te le vendre contre Bonical à un moment. Bonical, quand il montera. Tu vois, j'ai oublié de le mentionner. La lutte américaine contre la lutte match, ils vont te vendre ce truc-là. Moi, j'en suis sûr et certain. L'UFC, ils vont pas hésiter à t'accélérer ce truc-là un jour ou l'autre. Mais pourquoi pas en vrai. Et en vrai, pour arrêter sa lutte, c'est peut-être un des candidats en fait. Parce que vu son background et tout. Surtout Bonical, il monte. Et puis Chimaev, encore une fois, peut-être si tu sais pas quoi en faire. Ils peuvent
peut-être prendre le pari, de se dire on fait nickel contre Chimaev et on voit ce qui se passe. En tout cas, si il peut combattre pour le titre et que c'est réglé tout ça et qu'il n'y a pas de problème, pareil, c'est un mec qui peut régner longtemps, Chimaev. Parce que quelle galère à battre. Si tous les problèmes sont réglés et qu'on décide que c'est vraiment un citoyen émirati et que du coup ça lève certains problèmes, c'est à lui qu'il faut donner le title shot. Je te dis en toute franchise. Je pense aussi. Et après, difficile, s'il le prend, difficile à déloger pour le coup, vu ses qualités. Sharapouddin Magomedov, on l'a dit, qu'il va s'inscrire. Il faut lui donner un top 15 ou top 10 après son. Si vous l'avez pas vu, allez voir sur les résumés RMC Sport de l'événement le double spinning back fist avec la feinte de genou avant pour ouvrir. Merci Alex. Vraiment. Parce que c'est très important ce que tu viens de dire. Oui, je l'ai dit en plateau parce que c'était important. C'est ce qui set up le chaos. Mais bien sûr, ça lui fait ouvrir. Ensuite, sur le premier, il le déséquilibre et sur le deuxième, il n'y a plus qu'à taper là où c'est parfait à driller. Vous mettez le ralenti, vous le prenez dans vos cours de pied-point et comme ça, vous pouvez le driller parce que ça marche. 4e victoire de suite. Il s'inscrit aussi dans les gens de la discussion, même s'il y a ses problèmes aussi avec son œil notamment. Tu l'as dit, Baba, mais ça renforce encore cette catégorie où il y a du monde derrière. Et je voulais juste te dire un dernier mot sur le Coco Main Event. Sur Ankalaev Rakic, la victoire d'Ankalaev qui est incontournable, même Dana White l'a dit, ce sera lui le prochain. Pour le coup, il l'avoue en conf de presse, il peut plus rien faire. Il est à 12 ou 13 victoires de suite. Tu veux qu'il fasse Tu peux plus rien faire, même s'il lui a demandé une performance un peu avec éclat, ça n'a pas été le cas, mais tu peux pas renier 13 victoires de suite. Voilà, donc ce sera lui. Par contre, moi j'ai tweeté ce soir-là, je sais pas si tu as vu passer, mais j'ai dit je pense que Poatan chez lui, il a quand même le sourire. Ouais, je pense qu'il va être content, c'est clair. Alors j'ai pas vu, et d'ailleurs j'en ai marre de Twitter qui me montre pas ses tweets. Bon bref, passons. Toi et Lucas, je comprends pas. Les deux mecs avec qui j'échange le plus dans ma vie, je vois pas vos tweets. Mais bon bref. Poatan, il a vu ça. Ankalaev, il a gagné. C'est un sport. Il enchaîne les victoires. Il doit combattre pour le titre. C'est trop important, sinon c'est plus un sport. Et c'est un combat. Je dis pas que c'est du 100% et que Poatan gagnera à 100%. C'est un combat. Tout peut arriver. Ankalaev, il s'entête à combattre debout. Moi, je ne comprends pas cette décision. On peut m'expliquer par toutes les raisons que tu veux, je ne comprends pas. Ankalaev, ça peut être un Khabib de cette catégorie-là. Il prend les mecs, il est malaxe au sol et on n'en parle plus. Là, c'était open presse contre Rakic il y a plein de fois. Et non, je reste debout. Il a refusé de le faire. Il a décidé de rester debout. Maintenant, quand il dit qu'il restera debout contre Poatan, tu sais quoi, j'ai envie de le croire. Mais vas-y, et puis on va voir ce que ça va donner. Qui va prendre cette décision-là. S'il combat pas comme ça, s'il continue à combattre comme ça, qu'en plus, parce qu'il y a cette légende-là, il a 0 soumission en carrière. C'est pas non plus, tu vois, une machine à soumettre au sol. C'est qu'il va contrôler le sol. Mais ça peut être vraiment pas une balade de santé, je vais être trop sévère, mais ça peut être facile pour Pereira. Je veux dire, s'il combat comme ça vraiment, si au bout d'une minute, il fait dodo au sol et que Poatan le regarde et puis je garde mon titre, je suis pas étonné. En tout cas, encore une fois, si l'approche c'est de faire 5 rounds debout avec Poatan, ça va vite être compliqué pour lui tout simplement. Alors que s'il prend l'approche inverse, très honnêtement, j'ai du mal à voir comment Poatan pourrait stopper ses takedowns et derrière stopper son grappling. Donc j'aurais même pas besoin de faire une preview de ce combat-là. Tu vois ce que je veux dire ? On connaît les forces en présence. Maintenant, c'est à lui de voir qu'est-ce qu'il va faire. Tu vas voir, c'est les trucs de fighter. L'ego, il va prendre le dessus. Il va vouloir combattre debout. Parce que c'est un très bon combattant, Ankalaev, encore une fois. C'est un excellent combattant. Mais c'est juste que moi, quand je vois ça, je comprends pas. Il va tomber amoureux de sa boxe aussi. Tu vas voir. Il va être dans le même truc. Moi, je le vois comme ça. C'est très frustrant parce que c'est un très bon combattant. De toute façon, on aura le combat, donc on le verra dans quelques temps. En tout cas, moins de 84, moins de 66, même moins de 70, on en a parlé. Ça a beaucoup rebattu de cartes aussi ce week-end. Ça a ouvert sur l'avenir. Et on a beaucoup de choses à vous parler à l'UFC et dans le MMA pour les mois et les années à venir, sans doute, Baba. C'est cool. Petit message au passage. Je sais qu'ils sauront de quoi je parle et de qui je parle pour le coup. N'importez pas le Power Slap en France, merci beaucoup, ni en Belgique d'ailleurs, mais ces abominations, elles restent aux États-Unis ou en Russie si ça les amuse. Mais c'est pas un sport de combat, la personne ne peut pas se défendre et n'apportez pas ça chez nous. Message est passé, mon Baba, merci beaucoup. Abonnez-vous sur toutes les plateformes pour rater aucun épisode du RMC Fighter Club. Envoyez-nous de la force, des commentaires, des pouces bleus, ça fait toujours avancer le bousin. Et à très vite pour un nouveau numéro du Fighter Club. Salut mon Baba. Salut, à très vite. salut tout le monde. RMC Fighters Club.